invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan-Châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable de DNCA Investments. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Virginie Robert, à vos côtés en plateau. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Présidente de Constance Associés. Et bienvenue également à Xavier Patrolin qui nous accompagne à distance par téléphone, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, sujet à la une, évidemment, la Fed, l'inflation. Je ne veux pas qu'on y passe une heure parce que le débat mériterait plus qu'une heure, encore une fois. Mais petit tour de table pour savoir, voilà, sur ces questions d'inflation et de politique monétaire avec la réunion de la Fed ce soir. Je ne sais pas s'il y a un point particulier à relever ou est-ce que vous placez l'enjeu à ce stade, après des gros chiffres d'inflation aux États-Unis, évidemment, qui ont marqué les esprits de tous les investisseurs. Léa. C'est sûr que c'est une réunion qui va être assez platonique, pour prendre un terme consacré, mais les prévisions, Alix l'a très bien dit, sur l'inflation notamment, sont très bonnes. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Aujourd'hui, on sait qu'on va glisser tout doucement vers un tapering. On l'attend. À mon avis, on ne va pas nous dire grand-chose. On va attendre l'été tranquillement, que les festivités, la période estivale permettent à tout le monde de prendre un peu de temps et de recul. Un peu de recul. Et puis de voir si finalement cette politique monétaire si accommodante doit ou non toucher à sa fin. Donc je pense malheureusement qu'aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup plus d'informations. Ça, c'est la première chose. En revanche, les marchés commencent à anticiper plusieurs choses. On l'a vu à travers des réactions d'abord assez encéphalogramme plat, et pas que depuis 2-3 jours, depuis peut-être déjà 2-3 semaines, et des rotations sectorielles assez importantes. C'est vrai que tous les actifs à duration longue qui ont souffert énormément, là, se retournent brutalement. On va en reparler d'ailleurs probablement tout à l'heure sur les énergies renouvelables, mais on voit bien que les investisseurs... Mais attendez Léa, c'est hyper intéressant. Avec les taux qui baissent, on est revenu à moins de 1,50 sur le 10 ans américain, des anticipations d'inflation, en tout cas des craintes de surchauffe qui étaient encore très présentes en début d'année, qui semblent se calmer. On revient au schéma de la décennie précédente, cette espèce de Goldilocks, alors qui a été ultra favorable pour les marchés financiers, mais qui était le reflet d'une médiocrité en termes de croissance et d'inflation qui a duré pendant tout le cycle dernier au moins. Absolument. Et c'est ça qui est très surprenant, je trouve, en tout cas moi, d'un point de vue marché action pure, c'est l'absence, j'allais dire, de direction et le fait qu'on peut voir des retournements aussi forts en l'espace d'une semaine sous prétexte effectivement que la politique monétaire va un petit peu changer et que le paradigme global de l'économie a également changé. C'est difficile de prendre des décisions dans ces conditions. Bon. Virginie, le point qui vous intéresse autour de l'inflation et de la Fed. Alors la Fed, je pense que ce que vont regarder les investisseurs, c'est s'il y a une communication sur quand est-ce qu'on va commencer à parler effectivement de tapering. Voilà. On ne va pas parler on fait le tapering, c'est quand est-ce qu'on va commencer. Et évidemment, les investisseurs attendent plutôt la réunion des banquiers centraux, le fameux Jackson Hole fin août, où là, ils pensent que ce sera là, qu'il y aura éventuellement des éléments, mais peut-être qu'il peut introduire dans le discours, qui sera un discours effectivement très précautionneux, il pourrait introduire, oui, on commencera à en parler bientôt, voilà. Bon. Mais là aussi, un point important, Virginie. Quel changement par rapport à 2013, où Ben Bernanke, à l'époque le patron de la Fed, avait pris par surprise les marchés en annonçant, je crois que c'était autour du mois de mai 2013, sans avoir préparé le terrain, la Fed va commencer progressivement à réduire ses achats d'actifs. Là, la séquence est devenue tellement fine, on a tellement coupé les cheveux en quatre que maintenant, la prochaine étape, c'est pas le tapering, c'est commencer à réfléchir au tapering. C'est ça le signal. C'est ça. Mais bon, peut-être qu'on peut être surpris. C'est des questions de méthode, après tout. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on va plutôt regarder. Puis les fameux DOTS, qu'on appelle les DOTS aux États-Unis, donc avec les prévisions économiques, de voir s'il y a une tendance qui se dessine. On sait que sur le schéma de l'inflation, ils sont passés sur... Alors, il y a ce fameux discours comme quoi l'inflation serait temporaire, et ils sont plus dans un calcul d'inflation moyenne, se laisser du temps pour avoir... Il y a ces périodes d'inflation en surchauffe, et puis finalement, d'autres qui sont peut-être moins importantes, et donc ils raisonnent plus sur une durée, ce qui est un peu nouveau. On est moins attentif. Alors c'est vrai que le chiffre de 5% du dernier mois était quand même assez inquiétant. Donc voilà, ça c'est, on sait, ils sont plus dans ce schéma de progression de tendance. Donc ça c'est clair. Après sur l'inflation, moi c'est vrai que le marché hésite. Il semble maintenant adopter effectivement le discours de la Fed. Et sur le phénomène dans le marché avec ces rotations donc inversées sectorielles, la perte du momentum sur les values,
Moi, je dis que c'est plus une correction parce que on a vu des values et c'est, moi, je parle surtout du marché américain, mais on a vu des excès aussi là. Donc il y a dans la value, la value est devenue trop chère à un moment, on est allé trop loin. Parce que pourquoi on s'aperçoit aujourd'hui, le marché est en train de se dire finalement il y a cette reprise économique qui est forte, qui est bien soutenue. Ok, on est rentré dans ce chapitre avec la réouverture, avec les aides, les plans budgétaires, etc., qui ne sont pas terminés, puisqu'il y a encore des discussions sur le dernier plan et qui a bien du mal à aboutir quand même aussi. Hein. Bon, mais je pense que le marché a compris qu'on n'allait pas être sur une explosion et qu'il y aura une normalisation finalement, il y a un schéma plus progressif. Et donc le marché se dit, là où on a joué avec des secteurs, des titres particulièrement value, qui ont énormément monté, il y a l'histoire de voir le verre à moitié plein. Donc c'est un peu l'idée des Roaring Twenties là qu'on avait un peu en tête. Elle s'est un peu calmée. C'est-à-dire l'idée d'une croissance folle, débridée, d'une inflation hors de contrôle pour longtemps. On en est un peu revenu. Pour moi, il me semble que le marché revient à un peu plus de fondamental et de différenciation, puisqu'il faut revoir de la différenciation entre, pas juste les secteurs d'ailleurs, c'est les acteurs. Voilà, chaque corporate a son histoire et aura son histoire et son évolution demain. Et je pense que c'est ça, le marché commence à se dire, faut peut-être revenir à un peu plus de fondamental. Voilà. Donc moi, je vois plutôt un marché qui est plus raisonnable. C'est bien, c'est intéressant, effectivement. Ça fait un mois que l'ambiance a un peu changé sur les marchés, avec des indices qui sont toutefois au plus haut historique. Quand c'est pas la value, c'est la croissance. Et donc, on a vu le Nasdaq remarquer un plus haut historique en début de semaine. Les indices européens sont sur des plus hauts historiques ou quasi historiques pour le CAC 40. Donc, de ce point de vue-là, tout va bien. Xavier, sur la Fed et l'inflation, là, est-ce qu'il y a un point ou deux qui vous intéressent particulièrement à ce stade du cycle et des rendez-vous de politique monétaire qui sont en cours? Non, mais il y a sans doute la tentation pour beaucoup d'investisseurs de renouer avec ce qui a prévalu sur les 10 dernières années, c'est-à-dire d'un environnement de faible inflation ou pré-déflationniste et de croissance faible, mais ça suffit largement. Et donc à ce moment-là, on est sur des scénarios d'allocation d'actifs qui sont très favorables aux valeurs de croissance. Moi, je suis beaucoup plus réservé là-dessus. Je pense que sans retourner sur un scénario inflationniste façon années 70, on a une configuration, j'allais dire macroéconomique, qui n'a pas d'équivalent sur les 30 ou 40 dernières années en termes de stimulation budgétaire et monétaire. Et donc on a un risque quand même de modification structurelle du régime d'inflation sans pour autant nécessairement trouver de la croissance à terme. On pourrait avoir comme scénario d'ailleurs le plus probable un scénario stagflationniste, c'est-à-dire un régime d'inflation perturbé par la crise du Covid d'une certaine façon à moyen terme et une croissance qui n'est pas exceptionnelle, une croissance potentielle qui n'est pas durablement modifiée. Donc sur la réunion de ce soir, oui, probablement qu'on va être dans une communication extrêmement à pas feutrer. Mais c'est très difficile parce que la position adoptée par la Fédérale Réserve consiste à dire circuler, il n'y a rien à voir, tout va très bien Madame la Marquise, en disant au fond que les phénomènes auxquels nous assistons sont des phénomènes de pénurie, mais qui n'ont rien à voir avec une modification structurelle de l'offre et la demande. Moi j'ai tendance à penser, avec l'expérience qu'on a, avec le recul qu'on a depuis maintenant bientôt 18 mois, que le Covid aura quand même comme impact des modifications structurelles à la fois dans les chaînes d'approvisionnement, dans la dispersion du sourcing industriel, dans des stocks intermédiaires qui vont être recréés, dans le comportement de pas mal d'agents économiques. Et donc ces modifications comportementales induiront mécaniquement une modification du régime d'inflation, quoi que fasse la Fédérale Réserve. J'omets même de parler du vieillissement démographique qui va, bon lui ça n'a pas de rapport direct avec le Covid, mais qui va quand même induire progressivement une remontée de l'inflation dans les pays occidentaux. Donc moi je serais plus réservé sur le choix un peu Goldilocks à nouveau du marché de ces dernières semaines. C'est vrai que les valeurs value ou valeurs cycliques ont contre elles le fait que il y a quand même beaucoup d'éléments de leur structure de coûts qui sont en train de déraper très sévèrement. Hein. Les valeurs industrielles sont confrontées quand même à des effets de ciseaux particuliers
particulièrement redoutable en termes de structure de coûts, en termes de comportement de stock et de carnet de commandes. Donc ça, c'est pas facile d'avoir du pricing power et de préserver des marges dans cet environnement-là. Oui, c'est ça. Malgré le choc de demande là, parce qu'on est en train, enfin, on a une demande de plusieurs années qui est en train de s'exprimer aujourd'hui. Vous dites, Xavier, c'est pas évident que les boîtes qui sont justement lourdement chargées avec le coût des intrants aujourd'hui soient en capacité de répercuter, ne serait-ce qu'en partie, toutes ces hausses. Ben oui, vous prenez simplement, moi j'entends souvent dire par exemple que les phénomènes de prix touchent les États-Unis. C'est d'une vaste plaisanterie. Ça touche le monde occidental et ça touche. Vous prenez des valeurs du secteur bâtiment en France, prenez des artisans et vous verrez que par exemple si vous voulez refaire votre toiture en zinc dans votre résidence secondaire, ben vous verrez que c'est impossible. Donc vous allez au mieux faire la toiture en zinc. C'est un temps qui s'y prête d'ailleurs. Mais vous la referez dans 6 mois, dans 12 mois, parce que votre artisan du coin, il est foutu de trouver du zinc. Ou il trouve du zinc à x10 les prix. Donc ça veut dire que vous refaire votre toiture en zinc, ça vous coûte 10 fois le prix que ça coûtait il y a 12 mois. Donc ça, vous voyez, ces éléments-là. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un point de faiblesse de l'argument de la Fédérale Réserve de circuler. Il y a rien à voir. Il y a probablement une dimension de pénurie, donc il faut la relativiser. Donc l'argument de dire ce phénomène de pénurie est transitoire, ok, dont acte, mais il y a quand même des impacts induits par ce qui s'est passé sur les 12 ou 18 derniers mois, qui me semblent difficiles à pricer aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas évacuer, et qui modifieront, à mon avis, durablement le régime d'inflation, de formation des prix, en tout cas dans toute une série de pans de l'activité économique. Vous voyez ce qui se passe, bon, c'est anecdotique, sur les voitures d'occasion aux États-Unis, on nous explique plein de choses, mais ça se trouve, le phénomène sur les voitures d'occasion, notamment les voitures d'occasion carbonées, c'est peut-être un phénomène plus durable, par opposition aux voitures dites aux voitures électriques ou non carbonées. Et ça, c'est des choses à suivre sur le moyen terme. Et c'est surveillé de près, alors par Janet Yellen, qui n'a pas oublié ses réflexes de banquière centrale. Elle a eu cette petite phrase aujourd'hui. Alors maintenant, elle est en charge du Trésor aux États-Unis, des finances, mais elle suit l'inflation. Elle dit oui, c'est un sujet qu'on surveille de près. Effectivement, cette inflation est de plus en plus manifeste. Et ça veut dire quoi du point de vue de la gestion d'actifs quand on est stock picker? C'est le facteur pricing power, là, ça va devenir un facteur déterminant pour les décisions d'investissement. Nous, c'est un des facteurs déterminants puisque nous, on gère selon les avantages compétitifs. Donc, effectivement, c'est central. On revient, c'est que le pricing power, où est-ce que vous le trouvez? Vous le trouvez chez essentiellement, beaucoup. En tous les cas, les sociétés qui s'affichent comme dites, moi j'aime pas la terminologie value, croissance, etc. Mais elles ont construit du pricing power et elles en ont forcément un peu plus que peut-être d'autres qui sont en difficulté. Et je pense que cet aspect, comme on le disait, s'est amplifié puisqu'elles ont surmonté, elles ont une force de frappe dans l'investissement. Et c'est ça qui est important parce que on parle, il y a des tas de sujets, je sais qu'on va parler du going, etc. Mais enfin, c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir des sujets politiques, c'est bien d'avoir des targets politiques. Encore faut-il derrière qu'il y ait des investissements. Ça se fait pas comme ça, de décarboner une industrie. Une usine, c'est beaucoup d'argent d'investi, c'est beaucoup de transformation. Ça peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts parce qu'on l'a décidé. Et ça, je crois qu'on a un peu tendance à l'oublier. Donc le pricing power, il est vraiment central, il s'est amplifié pour certaines sociétés et notamment des sociétés de croissance. Et c'est pour ça que je pense que le marché aime bien de temps en temps revenir quand il sait pas trop. Finalement, il va se dire, je vais aller là où j'ai de la visibilité. Et au moins là je sais où je vais. C'est du risque, tout à fait. Surtout si c'est un régime de stagflation qui nous attend, et je crois que vous étiez une des premières à m'en parler, Virginie. Si la croissance redevient un peu moins forte, un peu plus rare, avec en plus un problème de prix. Voilà. Là, le pricing power, c'est le facteur essentiel. On est toujours dans le schéma d'ajustement de l'offre, ça c'est clair. Mais après, il faudra voir. Et si on est dans un régime de stagflation, là, il faut vraiment faire son métier de stock picker. Non mais alors, j'aimerais compléter parce que
je modérerai un peu le propos. Alors c'est vrai que beaucoup de sociétés de croissance vont avoir en général des meilleurs pricing power, mais en réalité on en trouve un peu dans tous les secteurs. Parce que finalement la capacité à faire du pricing power, c'est quoi? C'est une entreprise qui va avoir une stratégie depuis de longues années d'innovation en général, de différenciation de ses compétiteurs par de la qualité de service, de la qualité des produits. Et on en retrouve partout. Je vois Michelin qui par exemple explique très clairement qu'ils arrivent à passer sans difficulté les hausses de prix. C'est le fruit effectivement d'une entreprise très clairvoyante et très en avance par rapport au reste du secteur. Donc je pense qu'on peut en trouver partout, déjà du pricing power, mais c'est vrai qu'il y a un biais quand même croissance. Par contre, le deuxième aspect, qui est un peu plus bas dans, je dirais, la descente de compte, c'est quand même la maîtrise des coûts. Et là, tout secteur confondu, on voit bien des différences très très majeures d'une entreprise à une autre dans cette capacité à gérer les coûts au quotidien et dans des périodes de crise. Et d'ailleurs, le stress test 2020, le stress test 2008-2009, il est passionnant de ce point de vue-là. Vous prenez des entreprises d'un même secteur, la construction, certaines vont accuser, à peu près toutes vont accuser une baisse de leur chiffre d'affaires de 30-40%, certaines vont baisser leur marge de la moitié et d'autres de 10%. Dans un secteur totalement comparable, je dirais, en fin de marché et en termes de clientèle. Donc ça, pour moi, c'est là où l'analyse fondamentale, je vous rejoins, devient cruciale et c'est effectivement probablement à nouveau le moteur du marché. C'est une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas dit une chose importante, il n'y a pas de flux sur les marchés en ce moment. Non. Il y a une distinction qui se crée à nouveau dans un secteur, mais il n'y a plus de volume. On voit bien quand même un attentisme assez fort. C'est vrai. Peut-être le retour ça se calme un peu sur les matières premières quand même. J'ai vu les prix du bois, là, le lumber aux États-Unis, ça a rebaissé quand même de 40-50% par rapport au bois. Enfin, une envolée démentielle, évidemment, mais ça commence à corriger un petit peu. Et puis la Chine aussi essaye de freiner la spéculation sur les matières premières. La hausse des matières premières, il y a l'élément, on va dire, physique, de la demande, l'offre, l'ajustement, etc. Et puis il y a toutes les anticipations. Et puis vous pourrez ajouter dessus de l'investissement, une partie peut-être spéculative. On peut l'appeler comme ça, j'aime pas trop le mot, mais bon. Et donc effectivement, la Chine, elle qui est dans son rôle de contrôle, puisque contrôle tout, effectivement, essaye de calmer cette envolée des prix et indique vouloir mettre sur le marché des réserves, bien contrôler tous les stocks, savoir exactement où est-ce qu'on en est, de façon à limiter a bien compris que c'était un sujet très important. Crucial, oui, on a vu les prix et la production en Chine qui s'envolent. Et la taxonomie a réintroduit les forêts et c'était pas un hasard. On en avait déjà parlé, mais je pense que c'est exactement lié à cette prise de conscience de l'importance de ce matériau dans les prochaines années. Xavier, à propos d'énergie, est-ce qu'on peut dire un petit mot peut-être de la rencontre Biden-Poutine? Alors c'est vrai qu'on n'a pas le débrief parce que je crois que les conférences de presse là sont en cours en ce moment, mais quand même, si le symbole peut-être de cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière? Beaucoup d'énergie pour quoi à l'arrivée, Xavier? Je pense que ça fera la une des networks américains ce soir et nos journaux télévisés, mais bon, c'est quasi ridicule. Alors certes, au lieu de se parler 1 heure, ils se parlent 2 heures. Mais quand vous voyez la débauche de moyens, de logistique autour de cette rencontre et les résultats sonnants et trébuchants qu'on va voir, au fond, ils réouvrent les lignes téléphoniques, si j'ose dire, et ils permettent aux 2 ambassadeurs de pouvoir se réinstaller, l'un à Washington et l'autre à Moscou. C'est dans le cadre de la tournée européenne de Joe Biden, il était, j'allais dire, contraint de tenter d'ouvrir une petite porte auprès de Boris de Poutine, et voilà. Mais le résultat me semble fait, et la perception qu'on a dans les premières images, c'est que c'est relativement froid, quoi. Donc il y a pas grand chose à espérer. Et ce qui sera plus intéressant, me semble-t-il, c'est voir dans quelle mesure le secrétaire d'État aux affaires extérieures américain va pouvoir nouer une relation plus dense avec son homologue russe, et voir au cas par cas comment ils vont pouvoir organiser sur les points de friction une désescalade, parce que c'est anecdotique et ça n'a rien à voir avec la Russie, mais regardez le G7 en Cornouailles, où le communiqué final rappelle que
la Chine est potentiellement un risque systémique pour les partenaires occidentaux et 48 heures après, l'armée populaire de Chine envoie sa plus grosse formation aérienne autour de Taïwan, c'est-à-dire 28 avions qui sont rentrés dans l'espace aérien taïwanais, transpondeurs fermés, et qui ont obligé la chasse taïwanaise à les réescorter à l'extérieur de la zone. Donc ça prouve quand même que il y a des tensions assez puissantes, que ce soit sino-américaines ou sino-russes, et qu'on n'est pas à l'abri de dérapage. Ce qui est vrai pour l'armée de l'air chinoise est aussi vrai pour l'armée de l'air russe, et qu'au fond est contesté sur un moyen terme la suprématie américaine, et que ça va pas être facile pour Joe Biden d'enclencher une désescalade avec un partenaire aussi exigeant que l'est Vladimir Poutine. Donc c'est pas bon signe. Pour en revenir sur la thème énergétique, je pense pas que le prix du pétrole va pricer une désescalade au travers de cette rencontre à Genève. Ça n'a aucun impact. Le prix du pétrole va éventuellement pricer le retour de l'Iran. Je pense que là, les négociations indirectes entre les Américains et les autorités iraniennes, le pouvoir iranien, auront probablement plus d'impact, mais c'est des négociations indirectes au travers d'émissaires suisses d'ailleurs, ou occidentaux, mais les discussions entre la Russie et Washington, à mon avis, on est pour l'instant sur de la cosmétique. C'est pas désagréable, c'est mieux que rien, mais il faudra vraiment renforcer par des mesures sonnantes et trébuchantes, si j'ose dire, et surtout par des réalisations concrètes sur des points de friction à l'échelle mondiale. Il n'en manque pas. Il y en a en Syrie, il y en a aux frontières de l'Atlantique Nord, où l'aviation militaire russe fait des approches systématiques. On l'a eu tout récemment, on l'a eu dans l'espace aérien du Danemark, où il y a actuellement, je crois, des opérations de simulation de l'OTAN, et il y a 2 avions russes, transpondeurs éteints, même séquence qu'à la chinoise, qui ont pénétré l'espace aérien danois, et donc là c'est clairement on est entre guillemets ce que les spécialistes appellent, on est sous le seuil de déclenchement voilà, et donc je pense que Poutine va continuer sa stratégie là-dessus. Il sait que les Occidentaux sont très fragiles, et donc il va continuer cela, et donc il faudrait prendre, j'allais dire, un dispositif qui permettent à Poutine de revenir à la table des discussions et d'enclencher, lui, une désescalade de son recours militaire un peu dangereux. Bon, une rencontre médiatisée, très médiatique, mais au final avec peu d'avancées et peu de mouvements de part et d'autre sur le plan géopolitique. Venons-en peut-être aux valeurs vertes. On parlait du pétrole à travers l'énergie et la Russie, mais ce qui m'intéresse dans les valeurs vertes, là, c'est de savoir, Léa, peut-être avec vous, est-ce qu'on est au redémarrage d'une vague verte ? C'est-à-dire qu'il y a eu la grande vague verte de 2020, je parle sur le plan boursier notamment, la purge. Oui. Alors, est-ce que la purge est passée ? C'est toute la question. Je vous dis ça le jour où McPhee perd 15% sur un avertissement sur sa croissance, et dans le même temps, mais c'est depuis quelques jours, donc je ne veux pas tirer des enseignements trop hâtifs de ces mouvements de marché, mais des titres comme Neoen, Albioma, dans une moindre mesure, commence à donner le signal que peut-être les cours boursiers ont marqué un point bas. Et puis, dans la classe d'actifs introduction en bourse, dans la séquence introduction en bourse, il y a aussi du vert qui arrive. On sera avec le fondateur de Hydrogène de France, juste après vous, à 19h15. Le nom est bien choisi, d'ailleurs, je pense. Alors, déjà, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a plusieurs choses dans ces actifs verts, et je pense qu'il faut les regarder tous de manière très différente. Prenons McPhee, très bon exemple, c'est un warning aujourd'hui, très clairement, c'est un warning sur leur chiffre d'affaires. C'est bien moins qu'attendu, c'est parce que les carnets de commandes s'estompent, il y a des retards opérationnels également, et donc forcément sur un stock qu'on appelle nous concept stock, on a beaucoup d'attentes, et là on voit effectivement que ces attentes ne sont pas au rendez-vous. Ce type de valeurs-là sont par définition dangereuses. Qu'elles soient green ou pas green, c'est pas vraiment le sujet, c'est-à-dire qu'on est sur des valeurs qui génèrent peu ou pas de chiffre d'affaires lors de leur introduction
production en bourse. Donc, vous faites un pari technologique, éventuellement de marché, et c'est très compliqué. Donc là, je dirais, nous, par exemple, nous sommes très prudents. C'est des parties très limitées de nos portefeuilles. On a un fonds climat, ça représente moins de 1,5%, ce type de valeur, et ça ne sera jamais plus. Après, les valeurs de type Neoen. Alors ça a été les grandes darlings de l'année 2000, effectivement, les pure players 2020, des énergies... oui. 2020. Non, mais il y avait une grosse. C'est un lapsus, si je ne crois pas qu'ils existaient je me rends compte en le disant. Non, mais par contre, la chute des énergies renouvelables au début des années 2000, c'est peut-être pour ça que ça me revient en fait. Effectivement, il n'existait pas. 2020, une année formidable pour ces acteurs, des pure players des énergies renouvelables, qui restent de petits acteurs, nous ne l'oublions pas, mais qui sont des acteurs qui ont quand même, là pour le coup, une activité réelle et un actif réel. Alors, ils ont fait entre plus 60 et plus 80% l'année dernière, et ils sont à entre moins 30 et moins 40, voire moins 50 relatif marché depuis le début de l'année. Est-ce qu'ils sont revenus, ces acteurs-là, sur des niveaux de valorisation, je dirais, acceptables ? Non. Objectivement, non. Mais le vrai sujet, c'est est-ce que la tendance de fond est là ? Est-ce que donc c'est un premier point d'entrée ? Oui. Moi, dans une stratégie climat comme j'ai aujourd'hui, autant vous dire que je fais le dos rond depuis 6 mois, et c'est pas facile. Bien sûr. Et c'est normal. Mais par contre, on accompagne un mouvement long et on profite de ces respirations de marché pour venir effectivement renforcer ce type de valeur progressivement. Après, il y a des acteurs qui sont en train de devenir des leaders internationaux. Je pense à Vestas, par exemple, qui rebondit très très bien aussi depuis quelques jours. C'est le leader des constructions d'éoliennes. Vestas, c'est un acteur qui n'est plus un acteur de niche. C'est un acteur qui va adresser d'abord le monde entier. C'est pas un acteur européen, c'est un acteur international qui est en train de diversifier son chiffre d'affaires vers de la maintenance. C'est toujours comme ça. D'abord, vous faites de la construction, puis progressivement, vous allez avoir de la maintenance. Donc, vous allez stabiliser votre chiffre d'affaires. On va plus vous regarder que sous l'angle du carnet de commandes, mais aussi sous l'angle justement de ces revenus un petit peu récurrents. Ne pas acheter des valeurs de ce type-là aujourd'hui, même si les valos sont extrêmement tendus encore, c'est probablement une erreur, surtout quand on voit les plans internationaux de développement des énergies renouvelables. Pourquoi des valos de ce type-là ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas nombreux. Malheureusement, c'est un peu ça le problème. Ce qui est rare et cher, ça fonctionne aussi bêtement exactement. que ça. Et je mettrais dans le lot de ces entreprises les grands producteurs d'énergie, je dirais, intégrés, les fameuses utilities, qui ont des activités bien plus larges que les seules énergies renouvelables, qui sont bien plus stables, qui ont des revenus récurrents assez importants. Iberdrola, par exemple, c'est 80% de régulés, ils ont 10% de renouvelables, donc c'est beaucoup plus transversal. Qu'est-ce qui leur coûte aujourd'hui ? C'est cette fameuse duration dont on parlait, c'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est probablement le moment d'y retourner. On est à 14 ou 15 fois les PE sur un Enel et 18 sur Iberdrola, donc il faut regarder toute la chaîne de valeur. C'est pas si simple que ça, je pense. Je ne sais pas si la thématique green, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez l'adresser à travers notamment vos investissements aux États-Unis. Est-ce que ça fait partie quand même des stratégies qui vous intéressent, Virginie ? Et puis, plus largement, la nouvelle croissance. C'est quoi la nouvelle croissance ? Est-ce que c'est encore les GAFAM pour 10 ans ou est-ce que non ? Il y a d'autres histoires là qui sont en train d'être révélées par cette crise, ce choc pandémique. On n'a pas l'habitude d'adresser la croissance comme ça sur un thème aussi global. Voilà, c'est ça le problème, c'est que nous, d'avoir un thème global et un thème macro, momentum et politique en plus, évidemment, on sait que le sujet climat est un sujet important et donc nous, on préfère l'adresser directement au sein de nos investissements, de voir ce qui est fait par entreprise. Voilà, l'énergie et tout ce qui est utility, j'aime pas trop adresser ce secteur parce que en fait, dès qu'il y a un biais, alors moi je me méfie toujours dès qu'il y a un biais en plus politique, je préfère éviter parce que voilà, on peut dans 3 ans aux États-Unis, ça peut changer. La volatilité réglementaire, c'est un des plus grands risques pour la transition énergétique. Absolument. Donc je préfère adresser dossier par dossier. Ça ne veut pas dire, nous on a par exemple une société en portefeuille qui ne fait que des toits. Des toits, alors surtout pour les entreprises, et qui intègre évidemment ces nouvelles technologies. Donc nous, on a cette société qui s'appelle Carlyle. C'est pas du tout le financement. C'est pas le fonds de private equity, non ? Non, pas du tout. Bon, et qui effectivement bénéficie de cet effet de transformation, qui utilise des technologies, on va dire, nouvelles, comparées à 20 ans ou 30 ans. Voilà, donc on aime bien adresser ce genre de niche, mais aller se précipiter, se dire, vous savez, les modes des fonds, moi j'ai géré des fonds thématiques, et j'ai dit plus jamais. Parce que, oui, absolument. Il n'y a plus que ça aujourd'hui ? Oui, moi je ne suis pas dans un fonds thématique, parce que le thème, il change de mode,
et il change de réglementation, et il change d'incidence de la part du monde politique, etc. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, je préfère avoir un fonds diversifié dans lequel je vais adresser effectivement différentes thématiques. Vous vous sentez beaucoup plus libre avec un fonds de diversifié. Croissance, absolument. Mais bon, voilà, je suis une vieille dame dans la gestion. Non, mais c'est marrant que vous disiez ça aujourd'hui, parce que la gestion thématique est devenue l'alpha et l'oméga des sociétés de gestion. Mais moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que c'est trop... c'est l'effet de mode. Puis dans 5 ans, ça va être autre chose. Et puis, donc, je préfère me garder cette liberté. Adresser les sujets sont des sujets qui sont pertinents et très intéressants. Et je préfère les adresser avec effectivement mon process habituel. Est-ce que, tiens, petite parenthèse au passage, Virginie, est-ce que Lina Khan, 32 ans, qui vient d'être nommée présidente de la FTC, Federal Trade Commission, qui s'occupe de préserver, de garantir les droits du consommateur américain, alors qui est présentée, je reprends les titres de presse, la bête noire des GAFA, etc. Bah oui, parce qu'elle a été connue avec son mémoire qu'elle avait fait sur Amazon. Et sur, alors, c'est un signal clair, ça, quand même, que l'administration démocrate de Biden n'est plus l'administration démocrate de celle de Barack Obama. Bien sûr. De toute façon, il y a un courant. Il y a un courant là qui est bien identifié. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a beaucoup d'éléments. Donc voilà. Non, mais sur la nomination, c'est une juriste de 32 ans qui est brillantissime, ça c'est très clair. Et sur cette nomination, alors quand elle dit qu'elle veut préserver le droit du consommateur, je suis pas sûre que ce soit les bons mots à employer, parce que le droit du consommateur, je suis pas sûre que le consommateur demain n'ait pas envie de... Si demain Amazon n'a plus le droit de vendre des livres, je ne suis pas sûre que le consommateur américain, que le consommateur, quel qu'il soit, d'ailleurs moi la première, je ne suis pas sûre que ça soit... Le consommateur, il trouvera son compte. Voilà. Donc on passe d'un format, il faut bien voir que les lois antitrust aux États-Unis, on était plus dans un format de préserver effectivement le consommateur pour qu'il ait accès au meilleur prix et au meilleur service. Et là, on passe dans une orientation qui est différente. C'est plus l'antitrust où il y a les gros qui en profitent et qui peuvent avoir du conflit d'intérêts dans leurs activités. Voilà, on est plutôt dans ce chemin. Ouais. Donc, effectivement, elle est très activiste et donc on pourrait s'inquiéter. J'étais même assez surprise que le Sénat valide effectivement. Avec des républicains. Absolument. C'est-à-dire que c'est pas 50-50 que ça s'est joué. Les républicains ont voté en faveur de Lina Khan. Joe Biden a fait venir aussi Tim Wu, qui est un monsieur de l'université de Columbia, Columbia University, pardon, excusez-moi, qui est aussi dans ce courant. Donc on sent bien que là... Mais bon... Comme on sait, les politiques, ils ont besoin de faire de la politique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a la partie économique et puis après, on verra ce qui en sort. Donc, mais au fur et à mesure, je trouve que les signaux sont quand même de plus en plus clairs. Les signaux sont là, mais on sait bien que il y a beaucoup de personnes qui veulent démanteler Facebook, Google, et ça arrivera peut-être. Ça arrivera peut-être, mais je pense que de toute façon, les GAFA sont déjà prêts. Ils savent qu'il y a cette possibilité et qu'ils y travaillent et on verra ce qu'il en sort. Xavier Patrolin, je sais pas, alors sur les sujets qu'on a évoqués, mais peut-être l'idée de la régulation des GAFAM là, qui se retrouve incarnée, ça y est, par Lina Khan, encore une fois, 32 ans, nommée présidente de la FTC. Ça semble être un signal assez explicite que il va peut-être se passer des choses concrètement désormais. Ah oui, clairement. Oui, mais je pense qu'on s'est trop habitué avec ce terme générique GAFA dans les milieux financiers à être dans une espèce d'admiration sans fin sur des entreprises qui ont été remarquables dans leur ascension, mais qui aujourd'hui ont une omnipotence dans les économies occidentales, à l'exception de la zone ASEAN, qui est hors norme, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire économique contemporaine. Même durant la phase, si j'ose dire, d'explosion de l'exploration pétrolière, on n'a pas connu ça aux États-Unis. Il faut savoir que ces GAFA aujourd'hui tuent la productivité américaine, puisque leur stratégie première, et d'ailleurs tous les écosystèmes qui sont développés par le capitalisme américain, c'est de faire émerger des start-up dont la seule finalité est de se faire racheter
par les GAFA. La finalité de ces startups n'est pas de produire des productivités additionnelles, elle est d'être rachetées par les GAFA. Et donc ça, je pense que les autorités américaines en ont parfaitement conscience. Et je pense que partis, que ce soit du côté démocrate ou républicain, on a conscience qu'il y a quand même une taille de ces opérateurs qui devient un handicap à moyen terme. Alors, faut se rassurer, les autorités américaines ne vont pas les démembrer au point de perdre leur avantage au niveau de l'échelle mondiale, mais elles vont clairement les réduire, faire réduire la voilure. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez étonnant. J'entends souvent sur le plateau dire les bénéfices sont en forte croissance. Quand on regarde la publication des bénéfices aux États-Unis, je parle de la comptabilité nationale américaine, on s'aperçoit que les bénéfices, quand on réintègre les stocks et l'évolution du capital, sont en phase de stagnation depuis 2 trimestres. Alors que la perception du point de vue des opérateurs financiers est de dire que non, au contraire, les bénéfices sont dans une phase d'expansion absolument spectaculaire. Mais cette phase d'expansion spectaculaire des bénéfices, elle est principalement tirée par le secteur digital. Sinon, tout le reste, une grande partie du reste de la croissance des bénéfices est très concentrée, vous dites, Xavier. Voilà, c'est ça. Oui. Et ça, je pense que le pouvoir politique, le nouveau pouvoir politique américain en a parfaitement conscience et souhaite au fond un rééquilibrage des rentes économiques, souhaite un rééquilibrage plus en faveur, si j'ose dire, de l'économie réelle, même si le terme est impropre par rapport à la bulle techno des années 2000. Et donc ça suppose que les GAFA fassent un certain nombre de compromis, comme ils ont d'ailleurs commencé, quand Joe Biden a poussé cette mesure d'une fiscalité, même si on n'en a pas aujourd'hui défini l'assiette, d'une fiscalité commune aux alentours de 15%, les apôtres, si j'ose dire, de l'optimisation fiscale exacerbée sont les GAFA, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas participé au bien commun, si j'ose dire, américain, sont les mêmes qui aujourd'hui affichent des rentabilités totalement disproportionnées. Et donc ça pose une vraie question sociétale. C'est pas purement une question d'opportunisme politique, ça pose une question sociétale et une question de compétitivité à moyen terme de l'économie américaine. Le paradoxe voudra probablement que démembrer partiellement les GAFA concourra à une amélioration de la compétitivité en permettant que ces GAFA soient challengés par de véritables acteurs qui soient, si ce n'est à leur ego, en tout cas qui soient en mesure d'aller les titiller. Ouais. Bon, Virginie, c'est un vrai sujet de débat. Oui, non, mais je vous entends. Ils sont déjà challengés, c'est ça, c'est la force de frappe des GAFA et c'est ce pouvoir d'investissement stimule l'innovation, stimule l'émergence de nouveaux entrants et il y a déjà les petits derrière. Et ce que nous n'avons pas, c'est justement parce que il faut bien se dire que si effectivement il y a des startups qui sont dans l'objectif de se faire acheter à un moment donné par les GAFA, au moins déjà ils ont un objectif, ils ont envie d'avancer. Alors que si finalement on se dit qu'il se passe rien. Mais parfois, et je crois que les critiques viennent même de la Silicon Valley, parfois on achète ces startups pour sortir leur innovation du marché. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on voit les GAFA qui rachètent des sociétés, alors peut-être qu'il y a des sociétés qui font des mauvais choix dans leurs acquisitions, mais il y a une vraie logique, une stratégie derrière industrielle, si je puis dire. Et quand on parle d'économie réelle, mais l'économie réelle aujourd'hui, c'est bien ça. C'est bien la digitalisation, c'est bien les services. Et je fais pas le distinguo entre construire des toits et équiper mon bureau d'un cloud qui soit pertinent. Ça fait partie de l'économie réelle. Donc moi, je pense qu'il y a d'autres sujets chez les GAFA, comme je disais, c'est plus du conflit d'intérêts. Et là, il y a à faire, effectivement, et qu'il faut faire respecter les choses. Mais je crois que c'est un formidable moteur. C'est quoi, conflit d'intérêts? C'est par exemple Amazon avec les vendeurs tiers, la relation avec les vendeurs tiers? C'est par exemple Google qui va mettre en exergue sur son site plutôt... Oui. C'est bon, ça, d'accord. Ça, il faut que tout ça soit bien orchestré, contrôlé et qu'il n'y ait pas de sujet. Mais c'est dans toutes les industries. On le voit bien, dans la finance, il y a du conflit d'intérêts aussi, on peut en parler. Voilà. Donc c'est exactement pareil. Donc... il y a les autorités antitrust qui sont là pour défendre, mais je crois que c'est aussi un formidable moteur de stimulation, et c'est pour ça aussi qu'il y a derrière des Square, des Shopify, des tas de gens dont on parle presque plus que les GAFA aujourd'hui, et qui ont pu émerger aussi des Tesla ou des... voilà. Donc, il ne faut pas...
oui. Faut pas casser le. C'est pas mythique, mais c'est quand même une chance formidable d'avoir ces sociétés qui ont des réservoirs d'investissement aussi et qui permettent de. Et qui paieront un peu plus leurs impôts demain. Mais ça, voilà. Oui, non, mais les impôts, ça, c'est un sujet. Voilà, on peut en parler. Je vous laisse conclure, Léa. Il nous reste une minute, mais bon, ça peut. Oui, mais GAFA et ESG, de toute façon, c'est ça le sujet. On en a beaucoup parlé. Effectivement, il y a beaucoup de choses positives côté innovation. Il y a encore de gros progrès à faire, notamment sur la fiscalité. Ça va revenir de toute façon. La partie oligopolistique, mais ça va devenir un vrai risque de réputation pour ces groupes. Je pense, oui. Au bout d'un moment, oui. Parce que c'est tellement évident maintenant pour les gens, les consommateurs, que forcément, vous commencez à faire des choix. Si dans 1 an, 2 ans, on s'aperçoit que ces groupes-là payent encore aussi peu d'impôts, exactement. Et il y aura le consommateur ou le client aura son mot à dire. Et on l'a vu pendant la crise avec la possibilité pour Amazon de livrer tous les produits qui n'étaient pas des biens de première nécessité au détriment des petits commerçants qui ne pouvaient pas le faire. Là, je prends le cas très spécifique de la France, mais je pense que tout le monde l'a vécu et on voit bien que ça pose problème, d'autant plus s'ils ne payent pas d'impôts. Bon, on s'arrêtera là sur ces réflexions, ces pistes de réflexion que vous nous apportez sur des sujets complexes. Effectivement, on parlait des GAFAM et de la régulation et de l'avenir de la régulation en la matière. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dunon-Châtelet, DNCA Investments, Virginie Robert, Constance Associée et Xavier Patrolin qui était avec nous par téléphone, Albatros Capital.